Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce 66e webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, le dirigeant fondateur de Parlons RH. C'est moi qui vais avoir le plaisir et l'honneur d'animer ce webinaire avec vous et pour vous ce matin. Alors, sur le thème du recrutement, puisque on est dans un contexte de conjoncture qui est particulièrement dédié à ce sujet. Alors, j'ai un petit bip comme ça qui arrive, je suppose que c'est. Il faut que je débranche. En fait, toutes les potes dans le chat font un petit bip. Alors, je suis désolé, il faut que je fasse un petit paramétrage parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Vous avez été plus de 750 inscrits. Donc, si effectivement, à chaque fois que quelqu'un arrive, j'ai un petit bip, alors voilà, ça devrait se stabiliser. Désolé pour cette introduction. On n'avait pas prévu ce paramétrage-là et peut-être que vous avez constaté que le contexte de ce webinaire n'est pas le même que précédemment. Voilà, on a dû s'adapter, mais je pense que l'innovation, c'est aussi cette capacité d'adaptation. Plus excuses, on va parler du recrutement et surtout le thème de ce webinaire, c'est pourquoi le marketing des annonces devient-il stratégique. J'ai le plaisir de recevoir un expert de cette thématique pour échanger avec vous sur le sujet, en la personne d'Olivier Bellucci, cofondateur et CPO de Monitor. Bonjour Olivier. Merci beaucoup d'être là avec nous. Il faut que je fasse quelque chose pour éviter, parce que vous ne l'entendez peut-être pas, mais il faut que je coche la cloche que je ne vois pas à côté du chat. Je vais y arriver. Voilà. Bon, voilà, on fait un petit paramétrage, désolé. Normalement, voilà, c'est bon, ça marche. Donc, merci beaucoup, Olivier, d'être là parmi nous. Je sais que tu repars dans un pays européen où tu habites en fin de journée. Donc, merci de faire ce déplacement pour pouvoir échanger avec notre audience. Et vous êtes très nombreux sur cette thématique. Donc, ça traduit un intérêt fort du sujet. Donc, on a hâte de t'entendre sur le recrutement et le marketing des annonces. Justement, de quoi tu vas nous parler ce matin? Voilà les 3 temps forts de ce webinaire. D'une part, tu nous diras qu'est-ce que le marketing des annonces, en quoi c'est stratégique, enfin, quel est le contexte dans lequel on se situe. Premier temps fort. Deuxième temps fort, quels bénéfices on peut en tirer en tant que recruteur, en tant que DRH, en tant que directeur ou directrice de l'activité recrutement, hein, pourquoi c'est important. Et puis troisième temps fort, quels sont les champs d'application ou quels sont les leviers, les paramètres d'une annonce pour favoriser, renforcer son attractivité. Et puis évidemment, agrémenter d'une part de tes retours d'expérience et des cas d'entreprise, et le plus important, vos questions, vos remarques. Vous avez une zone dans le chat. Alors, pas le chat justement, vous avez la zone de chat où je vous invite à vous saluer et à vous dire coucou les uns les autres pour que vous sachiez un petit peu à qui vous êtes. Vous êtes très nombreux, donc n'hésitez pas, allez-y. Mais vous avez aussi un espace de questions, donc n'hésitez pas à utiliser cet espace de questions. Olivier est là pour vous, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à mettre vos retours d'expérience, à partager vos bonnes pratiques. Hein. On est vraiment là pour échanger. On s'appelle Parlons RH et plus on est dans un échange, dans une discussion avec vous, mieux on se porte. Et je précise que ce webinaire durera encore 42 minutes, donc 45 minutes. On essaie d'être assez ponctuel pour ne pas empiéter sur vos agendas et vous pourrez télécharger la présentation à l'issue de ce webinaire. Voilà pour une présentation très rapide. Et j'insiste, posez vos questions. Olivier est là pour vous. Avant de commencer par la première question, de quoi vas-tu nous parler? Est-ce que, Olivier, tu peux nous parler de toi et de Monitor, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette belle start-up? D'ailleurs, je ne sais pas si je dois utiliser le mot de start-up ou pas. Je te laisse te présenter Monitor. Merci Thomas. Écoutez, bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire. Donc, je m'appelle Olivier, je suis donc associé et cofondateur chez Monitor et je gère toute la partie produit. En termes d'expérience professionnelle, j'ai travaillé pendant plus de 5 ans dans les ressources humaines et notamment j'ai piloté tous les recrutements sur les technologies Microsoft dans un cabinet de recrutement en France sur ce périmètre. Donc un expert de la tech et du recrutement. Je vais un peu vite, mais c'est bien ça? On peut résumer ça comme ça, oui. Okay. Monitor, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une solution de veille concurrentielle pour aider les entreprises à améliorer l'attractivité et la visibilité de leurs annonces. Donc, l'objectif, c'est de vraiment comprendre quels sont les leviers par rapport au marché, donc vos forces et faiblesses en termes de positionnement, pour trouver des solutions qui vont augmenter
le nombre de candidatures sur vos annonces. La vision de Monitor, c'est que le marché du recrutement, il est complexe, il est en perpétuel mouvement. Il y a de plus en plus de métiers pénuriques, de plus en plus d'acteurs qui recrutent. Et donc, il est primordial pour les entreprises de comprendre quelles sont leurs forces et faiblesses en termes de positionnement, de stratégie, de visibilité, d'attractivité, pour savoir sur quel levier actionner pour aller chercher plus de performance sur leur campagne de recrutement. On existe depuis 2021, donc c'est la période où on a lancé Monitor, mais on est expert dans tous les sujets de la tech et des RH avec mes associés. Ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur ces sujets. On travaille avec 25 clients, secteur privé et public, et on est aujourd'hui 16 collaborateurs. Alors, permets-moi de te poser quelques questions rapidement sur Monitor avant d'attaquer le vif du sujet, parce que c'est toujours intéressant de savoir à qui on a affaire, juste pour bien comprendre. Alors, en quoi vous vous différenciez des job boards ou des acteurs, des éditeurs de solutions type dashboard RH, Monitor RH, dashboard RH, tout ça, c'est un peu… Vous êtes en concurrent? Alors, on n'est pas concurrent, on est plutôt complémentaire parce que les dashboards RH, c'est des choses qui vont analyser vos métriques internes. Donc, quels sont vos canaux de recrutement qui convertissent le mieux, vos coûts de recrutement, là où vous générez le plus de candidatures. Donc là, ça fait partie au cœur de votre stratégie de recrutement. Nous, on va aller analyser la partie externe, donc vraiment la partie marché et concurrentielle sur la data. Donc, c'est vraiment complémentaire. On a les deux environnements. Et par rapport au job board, on ne fonctionne pas comme un job board. Nous, au contraire, on va aller aspirer la donnée sur tous les job boards où vous diffusez vos annonces et là où vos concurrents aussi diffusent des annonces pour faire des analyses sur le positionnement, les budgets, le marketing de l'annonce, on y reviendra. Donc, en fait, on est une solution qui gravite autour des dashboards internes et des job boards. Presque en amont, d'ailleurs. En amont, exactement. D'accord. Ouais, donc, data du recrutement. Et tu as évoqué dans la présentation de Monitor la notion de veille concurrentielle. Oui. Parce que alors, la veille concurrentielle, ça peut être très, très large. C'est quoi le périmètre de cette veille? Vous allez regarder quoi et pour qui d'ailleurs? C'est quoi? Tu as deux questions. Oui. Vous allez regarder quoi et quelle est la nature de votre parc client? Donc, à qui vous vous adressez? Alors, en termes de parc client, on travaille principalement avec des ETI et des grands comptes. Donc, c'est des entreprises qui ont des enjeux en termes de volume de recrutement, mais aussi sur des métiers qui sont très variés. Ça peut aller du métier de comptable, ressources humaines, mais aussi au métier de la logistique, la restauration, de la pharmacie. Donc, c'est là où il y a des enjeux forts aussi, parce que c'est compliqué d'être expert sur tous ces métiers à la fois. Donc, nous, on les accompagne à cette échelle. Et en termes de périmètre, on va analyser le positionnement de job board par rapport au marché, les budgets, le référencement de leurs annonces, tout ce qui concerne aussi la performance sur LinkedIn, le contenu des annonces avec tout ce qui est lié au marketing. Donc, on a plusieurs paramètres qu'on va aller challenger pour comprendre comment ils sont positionnés. Mais si je m'appelle Coca, vous allez regarder, parce que dans la notion de veille concurrentielle, il y a la notion de concurrent. Oui. Si je m'appelle Coca, vous allez regarder ce que fait Pepsi ou vous allez, enfin, pas forcément. Non. Alors, on peut surveiller vos concurrents directs, du coup, vos concurrents sur votre marché. Mais par contre, sur certains métiers transverses, par exemple les métiers de l'informatique, vos concurrents sont complètement différents. Vous allez avoir des éditeurs logiciels, des sociétés de services. Donc, nous, on ne se limite pas à un marché précis. On va vraiment surveiller les entreprises avec lesquelles vous êtes en concurrence sur vos recrutements. Ouais, parce que, effectivement, ce que nous, on appelle chez Parlons RH, les concurrents RH ne sont pas forcément toujours les concurrents business. C'est super clair. Dernière question avant, je t'embête, pardon, mais avant de rentrer dans le webinaire. Dernière question. Voilà, vous êtes lancé depuis 2021. C'est quoi les prochaines étapes 2023? Bon, en préparant ce webinaire, je sais que vous avez des taux de croissance à 3 chiffres. Et c'est tant mieux, c'est très bien. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur 2023 ou la suite? On a deux grands objectifs. Donc, le premier, c'est internationaliser notre veille concurrentielle. On a beaucoup de nos clients en France qui ont des sujets internationaux et des enjeux forts sur des marchés qui sont hors de la France. Donc, on aimerait y répondre et on est en train de développer notre technologie pour travailler sur des sujets plus globaux. Et ensuite, on a un sujet aussi qui est plus lié à l'entreprise en elle-même. On n'est pas loin de la rentabilité. Aujourd'hui, c'est un objectif pour nous.
on a envie d'avoir une croissance maîtrisée et mesurée avec d'ici 2 ans quand même doubler le nombre de collaborateurs, mais aussi faire x4 sur le nombre de clients avec lesquels on collabore. J'aimerais bien avoir une croissance maîtrisée, mesurée, aussi soutenue que vous l'avez. Et ce que j'entends, c'est effectivement une rentabilité. J'ai pas envie de dire à peine lancée parce que vous avez plus d'un an, 18 mois d'existence, mais quand on connaît des taux de croissance élevés et qu'on est déjà en rentabilité, ça, c'est un signe fortement intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et justement, de quoi vas-tu nous parler ce matin en termes de quel est le cadre de notre webinaire? J'ai envie de dire, c'est quoi le marketing des annonces? Alors, avant de rentrer dans le marketing des annonces, on va prendre un peu de hauteur parce que le marketing des annonces, ça rentre dans une stratégie plus globale liée au recrutement et notamment la stratégie job board et la stratégie des offres d'emploi qui sont diffusées soit sur vos partenaires job board ou sur votre espace carrière. Et pour avoir une stratégie de job board qui est performante, où on va générer des candidatures et surtout des candidatures qualifiées, parce que c'est ça l'objectif final, il faut que les planètes soient alignées. Et du coup, ces planètes, c'est celles qu'on a mis en avant. Les 5 planètes, là. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ces 5 planètes-là. Ces 5 planètes, il faut qu'elles soient alignées et bien calibrées par rapport à vous, votre stratégie et votre marché. Donc, il y a le choix des bonnes plateformes, donc être positionné au bon endroit et sur des plateformes où vous avez du ROI et aussi… Plateforme au sens solution externe de recrutement? Job board. Job board. Ouais, par rapport au job board. Sur ces job boards, avoir aussi bien conscience qu'il y a des job boards qui fonctionnent bien pour certains métiers, certains niveaux de seniorité, certains secteurs. Avoir les bons budgets. Les bons budgets, c'est par rapport à vous, vos volumes de recrutement, vos capacités financières, mais surtout par rapport à la concurrence aussi. Être sûr que vous êtes bien aligné par rapport aux pratiques du marché. Il y a tout ce qui concerne le référencement. Donc, c'est comment arriver à être visible de la part des candidats en haut des résultats de recherche et toujours être du coup visible sur cette partie-là. Il y a plusieurs aspects, soit faire du sponsoring par exemple sur LinkedIn ou encore avoir le bon intitulé de poste parce que c'est les mots-clés qui sont les plus recherchés par les candidats ou tout simplement rafraîchir régulièrement ces annonces. Donc, le référencement, pardon, je te coupe, le référencement, c'est une espèce de SEO des annonces. C'est le SEO. Ouais. C'est du SEO, là, parce que c'est le SEO, il faut être bien référencé pour Google, mais là, j'ai l'impression que c'est aussi pour les job boards, c'est donner une visibilité accrue. C'est ça. C'est une analogie qu'on peut faire, oui, avec le marketing à l'échelle des job boards. Du coup, ces 3 premières planètes, c'est ce qui concerne la visibilité. C'est comment faire pour générer du trafic sur ces annonces et avoir un maximum de vues sur son contenu. Et une fois qu'on a généré ce trafic, il faut arriver à le convertir et du coup à transformer ces vues en candidats. Et c'est là où on va travailler sur le marketing des annonces, donc l'attractivité. Et ça concerne 2 choses. La rédaction, quels sont les éléments qu'on va mettre en place et quels sont les arguments qu'on va distiller dans les annonces pour attirer et intéresser les candidats. Donc, on y reviendra plus en détail après. Et après, on a le package candidat. Donc, le package, il y a l'aspect salaire, mais il y a aussi l'aspect avantage en nature, bénéfices. Ok, super. Donc, ça, c'est la partie, on prend de la hauteur. Il faut que, pour faire un bon marketing d'annonce, il faut d'abord que les planètes soient bien alignées. C'est bien ça? C'est ça. Et alors après, si on rentre un petit peu plus dans le marketing des annonces, de l'annonce. Ouais, de l'annonce. Donc, il y a la rédaction de l'annonce. Donc, la rédaction de l'annonce, c'est vraiment le fond et la forme. Donc, la forme, ça va être le ton. Est-ce qu'on tutoie? Est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on met aussi en avant certaines choses comme la vision de l'entreprise, les valeurs? Est-ce qu'on parle de l'équipe dans laquelle on recrute? Est-ce qu'on met en avant les avantages en nature? En fait, ce sont tous ces choix qu'on va faire sur qu'est-ce qui va intéresser les candidats que je veux attirer. Parce que c'est ça qui est important aussi dans le marketing de l'annonce, c'est qu'en fonction de vos personas, donc c'est les profils que vous recrutez, leur niveau de seniorité, la géographie, c'est pas les mêmes choses qu'il va falloir mettre en avant dans une annonce. On n'attire pas un profil informatique de la même manière qu'on attire un profil commercial dans son annonce. C'est pas les mêmes arguments et c'est pas du tout les mêmes enjeux de contenu. Là, il y a une différence, tu évoques une différence, je suis peut-être trop en avance par rapport au reste du webinaire, mais il y a une différence par métier. Est-ce que au sein d'un même métier, on peut aussi avoir une forme, une rédaction d'annonce différente, un junior primo-accédant à l'emploi et un plus senior? Est-ce que là aussi, il peut avoir une forme différente dans la rédaction d'annonce? Je pense qu'il peut y avoir des petites subtilités. Après,
il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz non plus. Okay. Parce que quand on a des gros volumes de recrutement, on ne peut pas non plus avoir une annonce par type de métier, par niveau de seniorité, etc. Parce que ce n'est pas jouable, hein, on le comprend. Donc, il vaut mieux segmenter un peu plus grosse maille, mais déjà segmenter, c'est déjà une très bonne première pratique. Et une fois qu'on a challengé cette rédaction de l'annonce, donc c'est vraiment comment convertir votre lecteur en candidat. Il y a aussi l'aspect package. Donc le package, c'est intéressant parce qu'une première question, c'est est-ce que déjà on affiche ou pas les salaires? Si on affiche les salaires, est-ce que si on est dans les grilles normales du marché, est-ce qu'on l'affiche? Est-ce que si on est plus bas, on l'affiche pas? Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que ça a un réel impact aussi sur la performance de l'annonce? Et après, il y a tout l'aspect avantage en nature. Est-ce qu'au final, mes métiers que je recrute, les avantages en nature, c'est ce qui les intéresse ou est-ce que c'est d'autres informations? Donc là, voilà, c'est ces sujets-là sur lesquels on va s'intéresser. Mais est-ce qu'on n'est pas là dans beaucoup de bon sens? C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que le marketing de l'annonce, en fait, c'est le fond et la forme, la rédaction de l'annonce et le package. Toi, de ton expérience, de tous les DRH que tu rencontres et que tu as rencontrés, de tous les services recrutement, c'est quoi l'état de la pratique en France par rapport à ces deux axes? C'est un peu les deux jambes sur lesquelles il faut marcher, normalement de façon synchrone, hein. D'ailleurs, c'est Victor Hugo qui disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, on montre que deux choses sont très liées. Quel est l'état de la pratique en France sur le marketing de l'annonce? Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur le fait que c'est important pour arriver à générer de la candidature. Un peu comme dans tous les sujets, il y a les bons élèves, donc il y a des entreprises qui sont vraiment en avance sur le sujet et qui essayent d'innover. Mais nous, d'après nos études, hein, nos études statistiques, là, c'est vraiment quelque chose qu'on a analysé avec les chiffres. On a quand même un grand nombre d'entreprises qui ont toujours des annonces qui sont très standards et qui sont, je dirais, un peu aseptisées. Voilà, où il y a rien qui est retranscrit pour attirer les candidats. Ouais, donc entre le micro-marketing que j'évoquais, qui est de dire par poste, par seniorité, voire par géolocalisation, par entité, et la non-segmentation, qui semble être plutôt l'état de la pratique aujourd'hui en France, il s'agit de passer la seconde et en tout cas de commencer l'escalier du marketing. Il y a certainement certaines marches que tu vas d'ailleurs nous présenter. Merci pour cette introduction. Donc, en quoi le recrutement, enfin, dans le recrutement, le marketing des annonces est stratégique, c'est ce que j'entends, hein. Oui, surtout qu'aujourd'hui, comme je le disais, le recrutement, c'est de plus en plus compétitif. On a de plus en plus de mal à recruter. Beaucoup de métiers sont pénuriques et beaucoup de bassins d'emploi aussi sont pénuriques. Et du coup, arriver à convertir un maximum le trafic sur ces annonces, c'est vraiment capital pour aujourd'hui être performant pour les entreprises. C'est un peu le préalable à une bonne dynamique de recrutement. Alors, il y a déjà quelques questions et je vous en remercie. N'hésitez pas à continuer à poser ces questions. On va commencer à en prendre quelques-unes. Daphné te pose la question suivante. Quelles sont les sociétés en avance au niveau du marketing des annonces? Alors, sans surprise, selon moi, hein, je ne défends pas ma paroisse, vraiment, mais tu as le droit de défendre ta paroisse aussi, hein, c'est pas interdit. Les startups et scale-up sont vraiment des types d'entreprises qui sont très en avance sur le sujet. Nous, ce qu'on fait quand on travaille avec nos clients, qui sont des grands comptes et des ETI, on intègre toujours dans nos analyses des startups et scale-up sur leur marché parce qu'il y a toujours des pratiques vraiment innovantes sur le contenu de l'annonce, les avantages en nature, les packages, par exemple les structures de commission pour les commerciaux qui sont poussées sur les annonces et ça permet de vraiment capter ces bonnes pratiques. Donc, il n'y a pas que Startup Scale-up en termes de bons élèves, il y a aussi pas mal d'entreprises qui sont étrangères, des États-Unis ou des marchés aussi scandinaves, qui ont aussi beaucoup travaillé sur ce sujet-là depuis plus longtemps et pour lesquels on a vraiment des choses où ils sont en avance et en tout cas en décalage par rapport à la tendance. Alors, en France, tu connais quelques entreprises, est-ce qu'il y en a que tu trouves plutôt en pointe sur le marketing des annonces? Même, ça peut peut-être dépendre aussi des métiers et des entités de ces entreprises-là. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que tu pourrais citer ou pas? C'est une bonne question. Je sais que, par exemple, Sanofi, c'est une entreprise qui, on les analyse souvent pour nos clients en termes de concurrents. Ils ont vraiment des bonnes pratiques. Les sociétés de services en informatique aussi ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là, comme par exemple Talent ou CGI, Devoteam, etc. Donc, je dirais que c'est pas propre à des secteurs. Je dirais que dans chaque secteur, il y a les bons élèves et c'est pour ça que c'est
bien de se comparer, de voir ce qui se fait sur le marché. Voilà. Ok. Voilà, en fait, Eva avait posé une question assez proche à celle de Daphné. On y reviendra sans doute par la suite et je crois que tu as quelques cas d'entreprise aussi à nous partager. Sonia te pose la question suivante. Comment faire pour que ces fiches de poste, je pense notamment aux collectivités territoriales car je travaille avec elles. Si ce sont des fiches de poste, les annonces ne fonctionnent pas très bien. En fait, je suppose que la question est liée à comment faire pour faire des bonnes annonces et est-ce qu'il faut les lier avec les fiches de poste? Je crois que c'est ça la question de Sonia. Je n'ai pas très bien compris. Sonia, si vous pouviez, je suis désolé. Si vous pouviez juste préciser votre question, avec plaisir. En fait, si on s'appuie sur les fiches de poste, par définition, elles ne sont pas très sexy, pardonnez-moi le terme, mais elles ne sont pas très attractives. Oui. Donc se pose une espèce de contradiction, me semble-t-il. Dites-moi, Sonia, si je me trompe dans l'interprétation de votre question. C'est dans les collectivités territoriales, on a tendance à faire des annonces qui est dire confère la fiche de poste. Statut B12, classe 3-4. Oui, agent de maîtrise logistique, le truc est très normé, en effet. standardisé, pas forcément tout ce que tu as évoqué sur l'équipe, l'ambiance, le projet, les valeurs, même si évidemment dans les collectivités territoriales, on a une notion de service qui est extrêmement intéressante et des valeurs très intéressantes. Bien sûr. Est-ce que là, toi, tu as des recommandations sur la partie collectivité territoriale où on voit ça Non, je sais que parfois, faire bouger les lignes sur ces sujets-là, c'est pas facile parce qu'entre la volonté des équipes de recrutement et ce qui peut être fait à l'échelle d'un groupe ou d'une collectivité, il y a parfois des décalages. Nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que quand on commence à démontrer que des concurrents directs ou des entreprises sur le secteur font des choses différemment et qui fonctionnent, ça permet d'aller plus facilement défendre des changements et du coup instaurer une amélioration continue qui est beaucoup plus innovante. Donc, je pense qu'aussi démontrer que ça marche chez d'autres et démontrer qu'on n'est plus du tout en phase avec le marché, c'est un bon moyen de pouvoir faire changer ce type de pratique. La force du benchmark et quand il est factualisé, ça me semble particulièrement important. Alors, il y a une dernière question, mais qui est plus d'ordre technique. Christelle qui pose la question, y a-t-il une présentation actuellement projetée car l'écran est noir? Oui, Christelle, vous avez une présentation normalement sous les yeux. Je laisse Camille, qui est en face de moi, qui est chef de projet web marketing, vous répondre, mais je pense qu'elle vous a certainement déjà répondu. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je n'occulte pas les autres questions, on va les prendre, on va juste poursuivre un tout petit peu le webinaire et on va continuer, Sarah, Stéphanie, à prendre vos questions juste par la suite. Alors, on a vu ce que c'était. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important, c'est-à-dire quels sont les bénéfices que je vais pouvoir tirer du marketing de l'annonce en tant que recruteur? Oui, alors les bénéfices sont multiples. C'est vraiment un sujet intéressant. Tout d'abord, je vais vous expliquer le tableau que vous avez à gauche. Donc, c'est un tableau de scoring et qui permet en fait de bien suivre son alignement des planètes. On revient vraiment sur ce sujet-là parce que détecter son positionnement à l'échelle de ses recrutements et voir si on est bien positionné sur la multidiffusion, la fraîcheur des annonces, le sponsoring, les avantages en nature, donc le marketing de l'annonce, c'est primordial pour aller chercher de la candidature qualifiée. Donc, nous, on propose aux entreprises de pouvoir, d'instaurer dans leur démarche ce suivi-là, d'être toujours au fait de ce qui se passe, parce que lorsqu'on a une stratégie job board qui est performante, les bénéfices, ils sont quand même multiples. Parce que si vous arrivez à générer de la candidature qualifiée, ça vous permet d'avoir un plus gros volume d'entretien et du coup de plus facilement recruter et surtout du coup de réduire les temps de recrutement et les coûts de recrutement. Et si vous arrivez à faire de la réponse à l'annonce un canal qui est performant, ça vous permet d'allouer moins de temps sur des ressources qui sont plus coûteuses comme l'approche directe, donc la chasse et de faire appel à des cabinets externes. Donc ça paraît un peu bateau comme explication, mais c'est une réalité. Nous, on le voit chez nos clients. Lorsque sur les métiers où ils sont censés recruter via les job boards et via les annonces, ils y arrivent, ça leur permet aussi d'allouer plus de temps sur le recrutement en direct sur des métiers très pénuriques où là, la réponse à annonce ne marche pas, ou alors sur des métiers très seniors ou très niches. Donc, il y a vraiment un bénéfice sur tout le long de la chaîne. Et ce qui est intéressant, et on s'en est rendu compte aussi, c'est qu'un bon marketing de l'annonce, ça aide à plus facilement faire de l'approche directe et de la chasse. Parce que quand vous contactez des potentiels candidats en direct,
très souvent, on vous demande est-ce que vous pouvez nous envoyer une fiche de poste pour que je vois un peu quel est le projet, qu'est-ce que vous proposez. Mais au final, même dans l'approche directe, si vous avez une fiche de poste qui n'est pas attractive, au final, le candidat peut ne pas vous recontacter, pas bien comprendre le projet, et du coup, vous perdez vos leads. Donc, il y a vraiment deux aspects où c'est fonctionnel. On revient sur le sujet dont on discutait tout à l'heure, donc le marketing de l'annonce. Donc, c'est vraiment la partie droite, c'est la fin du funnel. C'est la transformation de vos visiteurs en candidatures et candidatures qualifiées. Et du coup, comme on le disait, c'est vraiment important de l'adapter. Tu peux nous lire, excuse-moi, tu peux nous dire, moi, comme j'ai des yeux tout abîmés, est-ce que tu peux nous lire les en-têtes de colonne? Je ne suis pas certain que toute l'audience arrive à lire juste en partant de la première. Le premier, c'est volume d'annonce. Donc, c'est mesurer le marché, voir s'il y a de la saisonnalité, des pics d'activité et est-ce que la tension augmente sur les métiers. La multidiffusion, donc le positionnement job board. La fraîcheur des annonces, donc c'est le référencement dont on parlait tout à l'heure, qui est naturel. Le sponsoring, qui est le référencement payant. La rédaction des annonces, donc le contenu. Tout ce qui concerne les salaires, est-ce qu'on propose, est-ce qu'on ne propose pas et comment on est aligné par rapport au marché. Les avantages en nature et tout ce qui est la mention du télétravail. Okay. Voilà. C'est là où on fait ce scoring pour voir si on est toujours bien positionné. Okay. En termes d'adaptation en fonction des différents métiers, générations, zones géographiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important quand même de segmenter sans que ça devienne trop chronophage pour les entreprises. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple, on travaille avec des clients sur les métiers de l'IT. C'est une demande qu'on a énormément parce que c'est très compliqué. C'est un métier qui est recruté par énormément d'entreprises parce qu'il est transverse à toutes les industries. Et donc, on travaille sur la stack technique, l'équipe, quelles sont les méthodes de travail avec les méthodes agiles, Scrum. Donc, vous voyez, c'est important d'avoir ces choses qui sont mises en avant parce que c'est des choses sur lesquelles eux vont se baser pour prendre une décision sur les différentes offres d'emploi. Ok, alors là, tu nous évoques un certain nombre de bénéfices, le fait d'être dans une approche en fait systémique, c'est-à-dire que le marketing de l'annonce, un marketing de l'annonce efficace rejaillit sur l'approche directe en termes de bénéfices, ça réduit les coûts, ça permet de plus de budget. Forcément, d'une certaine manière, c'est ton activité, donc j'entends bien qu'il y a plein d'avantages, mais est-ce que tu peux je ne sais pas quel est le dernier client du secteur privé que tu as mis en place et ça a été quoi son vécu, sa réalité opérationnelle, concrète, terrain. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Quel est le bénéfice qu'il a eu pour répondre à la question pourquoi c'est important? Un dernier client avec qui on a commencé à travailler, c'est IKEA. Donc, IKEA, c'est quand même une machine en termes de recrutement qui est assez importante. Ils ont plus de 36 magasins en France et ils ont des enjeux de recrutement qui sont très portés sur la logistique, donc les métiers de cariste, manutencier, mais aussi tous les métiers liés au magasin, donc la restauration, l'accueil, les personnes la mise en rayon, etc. Ils avaient une stratégie d'annonce qui était d'avoir les mêmes annonces pour tous les métiers. On ne voyait pas forcément de mise en avant de bénéfices en fonction des différents métiers qu'ils recrutaient. Alors que, par exemple, pour tous les métiers liés à la logistique, mettre en avant les actions qui sont menées contre la pénibilité du métier, mettre en avant aussi les horaires, la manière dont le travail est structuré, c'est des choses qui sont quand même très importante pour ces métiers-là et c'est une des premières choses qu'ils regardent lorsqu'ils postulent à une annonce. Du coup, si les informations ne sont pas mises en avant chez vous, alors que chez les concurrents, ça l'est mis en avant clairement, ils vont avoir plus confiance et plus tendance à postuler chez la concurrence. Et donc, en fait, avec IKEA, on est en train de travailler sur ce sujet-là pour refondre complètement leurs annonces, mais aussi sur leurs intitulés. Parce qu'il y a des intitulés qui fonctionnent bien sur les métiers qui recrutent, alors que il y a des métiers qui sont plus du tout nommés de la même manière, c'est plus au goût du jour. Et donc, on obtient des performances assez impressionnantes en termes de volume de candidature. Et donc, juste en changeant le titre. Oui, changeant de titre, en mettant en avant les bons avantages. Il y a toutes les questions de primes aussi. C'est des métiers où il y a beaucoup de primes qui peuvent être allouées. Mais ces primes, ça peut paraître normal de les proposer, mais si c'est pas clairement mentionné dans les annonces,
au final, on est moins attractif qu'une entreprise qui le met en avant. Donc, ça nous a permis de vraiment décupler le volume de candidatures parce que on avait des annonces plus attractives. Donc ça, c'est intéressant. C'est effectivement un cas, c'est tous les bénéfices de votre activité, qui est le fait de faire des benchmarks et de la veille et d'identifier les vrais leviers de différenciation par métier ou par fonction. Là, c'était un secteur privé, juste parce que je ne voudrais pas faire de sectarisme sur le secteur public. Tu as dit en introduction que vous adressiez aussi le secteur public. Est-ce que tu peux nous citer un cas de secteur public? Si tu en as un, si tu n'en as pas, c'est pas grave, on passe. Sur les sujets, sur le secteur public, on travaille avec la SNCF et là, on travaille sur des métiers que je pense beaucoup d'entreprises ont des difficultés, les techniciens de maintenance et tous les métiers techniques liés à cette industrie. Donc là, pareil, tous les mois, on produit des rapports sur les tendances du marché en termes de contenu d'annonce, d'intitulé de poste, d'avantages, de salaire aussi, les grilles de salaire. Et ça permet en continu de pouvoir améliorer leur contenu d'annonce sur ces métiers-là et toute cette famille de métiers de manière plus globale. Ok, alors on va prendre, il nous reste un quart d'heure et un troisième temps et puis pas mal de questions, donc on va un petit peu avancer, mais je voudrais d'abord prendre une question de Christelle qui dit IKEA est une entreprise qui bénéficie déjà d'une image de marque. Comment mettre en avant nos annonces lorsque nous sommes une PME? C'est une très bonne question. Certes, IKEA bénéficie d'une bonne image de marque, mais au final, ça ne résout pas tous les problèmes. Ils ont, comme beaucoup La preuve, s'ils n'arrivent pas forcément à recruter en quantité ou en qualité suffisante. Oui, en effet. Et on le voit, nous, on travaille beaucoup avec des grands comptes qui sont connus de tous. La SNCF, ça en fait partie. Et au final, ce n'est pas une recette miracle au recrutement. Ce n'est pas parce qu'on a une marque employeur qui est forte qu'on va arriver à recruter des métiers pénuriques. Et au final, au-delà de la marque employeur qui n'est pas la solution miracle, comme je le disais, il y a vraiment des méthodes et des process à appliquer dans sa stratégie d'annonce. Bien choisir les plateformes, avoir le bon budget, avoir la bonne rédaction, les bons arguments qui sont d'autant plus efficaces qu'être connus de tous. Donc, je pense que même pour une PME ou une entreprise qui n'est pas référente sur le marché, appliquer les bons process et surtout s'inspirer des bonnes pratiques du marché, c'est un tout aussi bon moyen d'avoir de la performance. Oui, c'est la méthodologie, elle est valable une PME, une ETI, un grand groupe international, quel que soit son positionnement dans la marque employeur. Et toute petite parenthèse, pour accompagner un certain nombre de grands groupes en tant que parlant RH dans leurs enjeux de marque employeur et parfois très bien classés dans les listes et les classements, les palmarès marque employeur. En fait, souvent, on pense que sous prétexte d'une notoriété de la marque, on n'a pas de difficulté, mais de difficulté de recrutement. Et souvent, une PME voit le grand groupe comme ayant pléthore de moyens et c'est un peu facile pour lui, il est très connu, il a une belle marque. Vous prenez toutes les grandes marques, Decathlon, Adidas, peu importe, B2B, B2C, retail par retail, elles ont toutes des très grandes difficultés de recrutement, presque à la hauteur en fait de leur notoriété. Une PME a un atout énorme, c'est la qualité du lien social. Et elle répond, mais c'est un autre sujet, pardon, j'empiète un peu sur le webinaire, mais en fait, c'est quels sont les leviers à mettre en avant, la qualité du lien social, l'ambiance, le projet, la proximité. C'est pas forcément, il y a d'autres atouts dans les grands groupes, mais les PME ont pas mal de choses à mettre en avant. Oui. Tu voulais rebondir? Oui, je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit chez les jeunes, par exemple, on cherche de plus en plus des projets à taille humaine, des entreprises à taille humaine, des entreprises aussi où les choses bougent vite dans le bon sens, où il y a des nouvelles choses qui sont mises en place, des projets qui sortent et qui sont rapidement développés. Et ça, c'est des atouts sur lesquels peuvent jouer les PME, startups, etc. et qui ne sont pas forcément aussi vendables chez les grands comptes. Donc, je pense que c'est aussi jouer sur les atouts, comme tu disais, qu'on a dans son secteur ou par rapport à sa structure d'entreprise. Sylvie, vous avez parfaitement raison. Les PME, Sylvie nous dit, les PME n'ont pas toujours de gros budgets ni de gros moyens humains. C'est totalement vrai, mais elles n'ont pas les mêmes enjeux non plus, ni les mêmes atouts à mettre en exergue. Donc, je pense qu'on va pas jouer, il ne faut pas jouer avec les atouts des plus gros. Non. Je vous propose il y a beaucoup de questions, mais en fait, je pense que justement, Olivier va y répondre là, dans cette troisième partie, puis après, on reprendra toutes les questions et on essaiera d'y répondre de façon assez rapide. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur quel est le bon paramètre, comment être bien référencé, qu'est-ce qui fait qu'une annonce est attractive ou pas. Ben justement, qu'est-ce qui fait, voilà, je prends cette question-là, qu'est-ce qui fait qu'une annonce est attractive? Est-ce que le salaire, ça compte? Comment nourrir le référencement? Oui. C'est à toi. En effet, parce il y a beaucoup
de retour d'expérience que vous pouvez avoir de la part des candidats sur qu'est-ce qui les attire, etc. On a aussi des études qui sortent ou beaucoup de sujets qui sont liés à la performance des annonces, mais au final, si on n'a pas vraiment une preuve statistique de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, c'est très compliqué de savoir sur quoi se positionner. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de mettre en avant dans cette étude relativement synthétique pour voir quels sont les réels facteurs de la performance d'une annonce. Donc, on a réalisé ça sur des annonces LinkedIn pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait beaucoup de volume. On a aussi accès au volume de candidatures sur l'ensemble des annonces. C'est aussi un média qui est beaucoup utilisé et où il y a des budgets importants qui sont investis. Donc, c'est important d'avoir un bon ROI et un ROI maîtrisé. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a analysé quasiment 300 000 annonces sur les profils IT, marketing et commerce. Volontairement, on n'est pas trop rentré en détail parce que on n'aurait jamais eu le temps de traiter le sujet. Donc, on a déjà commencé par se poser la question, est-ce que sponsoriser une annonce sur LinkedIn ou sur d'autres médias, donc sur un slot par exemple, ça a un réel impact sur la performance? Donc, c'est quelque chose qui a été prouvé. On le voit, donc vous avez 3 niveaux de performance. Il y a le rouge, c'est des annonces qui sont pas du tout attractives, il n'y a eu aucune candidature. Le vert clair, il y a eu un niveau de candidature intéressant, donc jusqu'à 20 candidatures. Et après, le vert plus foncé, plus 20 candidatures. Voilà, ça c'est la légende. Et comme on peut voir, il y a toujours la différence entre les La première barre, c'est le sponsorisé et non sponsorisé. Voilà, il y a plus de vert foncé et moins de rouge. Exactement, les premières barres, c'est ça. Donc, plus de performance à sponsoriser. Exactement. Et donc, la conclusion, c'est que une annonce sponsorisée performe 4 fois plus qu'une annonce non sponsorisée. Et c'est déjà quelque chose qui est important à prouver pour avancer sur la suite. On regarde les autres paramètres et puis après, on revient sur les questions. La grande question, le salaire. C'est quelque chose qu'on se pose. Est-ce qu'il faut afficher le salaire? Très souvent, c'est compliqué parce que ce n'est pas du tout la politique interne, mais est-ce que ça a un réel impact? Est-ce qu'on devrait essayer de défendre le projet? Nous, ce qu'on a analysé sur toutes les annonces, c'est qu'à salaire équivalent, afficher le salaire ou pas l'afficher, ça ne change rien. Afficher le salaire ne va pas impacter la performance d'une annonce. Par contre, si vous avez des grilles de salaire qui sont en dessous des moyennes du marché ou au contraire au-dessus, là, il peut y avoir des fortes fluctuations. Donc, les entreprises qui ont des packages attractifs et qui les mettent en avant ont forcément plus de candidatures qui sont générées. Et celles où les packages ne sont pas forcément attractifs ou en dessous de la moyenne vont avoir des mauvais résultats. Ça peut paraître assez convenu comme conclusion, mais au final, si on ne le prouve pas par les chiffres, on ne pourra jamais vérifier cette donnée. Donc, la conclusion, c'est que si vos salaires ne sont pas forcément les plus attractifs du marché, il vaut mieux pas les afficher parce que ça pourrait avoir un effet négatif sur la performance. Et à l'inverse, si vous êtes hyper performant, différenciant positivement par rapport à la médiane du marché, autant l'afficher. Oui. Sur le niveau d'études. Niveau d'études, sur ces métiers-là, il y a eu des analyses qui sont hyper intéressantes, c'est que les annonces qui affichent des niveaux Bac plus 4, Bac plus 5 sont beaucoup plus performantes que des annonces qui n'affichent pas le niveau d'études ou qui affichent des tranches d'études beaucoup plus larges, par exemple Bac plus 2, Bac plus 3. On a essayé de comprendre pourquoi, donc on est allé creuser un peu plus loin dans la donnée. Et en fait, sur ces métiers-là, aujourd'hui, Bac plus 4, Bac plus 5, c'est un peu la norme. C'est la norme en termes d'études, que ce soit universitaire ou en… Sur ces 3 secteurs-là, sur ces 3 secteurs, commerce, IT, marketing. Type de métier. Type de métier. Du coup, si les candidats ne voient pas que les niveaux de qualification, c'est la norme du marché, Bac plus 4, Bac plus 5, ils vont automatiquement déduire que c'est des projets qui sont soit pas forcément intéressants, c'est un métier qui n'est pas très bien qualifié et qui, du coup, n'est pas intéressant pour eux. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne s'est jamais vraiment posé cette question de est-ce que ça peut avoir un impact sur la performance de l'annonce. Les entreprises peuvent avoir tendance à se dire on ne va pas forcément mettre de cadre sur ce niveau-là parce qu'on peut prendre tout niveau de formation, mais au final, c'est une erreur parce que ce n'est pas perçu de la même manière chez les candidats. C'est un exemple assez précis, mais c'est pour vous montrer sur quel type de paramètres on peut aller tester la performance. Dernier sujet, c'est aussi un sujet assez brûlant dans les organisations RH, c'est le télétravail. Est-ce que le télétravail est un réel facteur en termes d'attractivité et quel type de télétravail? Est-ce qu'il faut proposer de l'hybride? Est-ce que ne rien afficher dans les annonces, ça va aussi? Est-ce que le full remote, c'est obligatoire pour recruter? Et au final, on se rend compte qu'en fonction des métiers, c'est pas la même chose.
Et les candidats en informatique, eux, attendent beaucoup plus de positions en télétravail complet. Donc, on peut le voir sur les différentes analyses. Lorsqu'on propose 100% de télétravail, on a quasiment toutes les annonces qui ont un niveau de candidature qui est intéressant. Par contre, l'IT marketing, le full remote, le commerce marketing, le full remote, ça ne les intéresse pas. C'est pas vraiment un facteur de performance. Par contre, avoir un système hybride, donc présentiel, télétravail, c'est pour un facteur d'attractivité. Ok, là, on voit des exemples. En fait, s'il y a des questions sur est-ce qu'il y a une annonce attractive type, là, on est bien sur des exemples sur la base de 300 000, 290 000, c'est ça, 290 000 annonces étudiées, c'est factuel. Donc, il y a un certain nombre de questions, se dire, c'est quoi le truc idéal? Il n'y a pas d'annonce idéale, c'est bien, ni même pour une entreprise, en fait. C'est vraiment en fonction des métiers. Et c'est ça que vous permettez, c'est le diagnostic, le benchmark, permet d'obtenir les bons indicateurs par filière métier. Exactement, parce qu'il n'y a pas de recette magique qui marche à tous les coups. Les facteurs ne sont pas du tout les mêmes d'un métier à l'autre et d'un secteur à l'autre. Alors, je vais te demander un exercice impossible qui est de répondre. Je vais te bombarder de questions et tu vas répondre en quelques secondes à chaque fois. Tu es prêt? Ça peut être un buzzer. Tu peux en fait. Non, mais si dans la mesure du possible, alors on n'est pas obligé de le faire. 4 minutes, c'est ça? Il nous reste 4-5 minutes, mais on peut prendre un certain nombre de. Alors, Céline pose la question. Vous parlez de télétravail dans le secteur du commerce. Oui. Est-ce que ça pose pas de problème de cohérence? Le télétravail dans le commerce, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai été moi-même commercial dans une expérience passée. Et au final, en effet, le métier de commerce, on est souvent sur le terrain, au contact du client, mais au final, il y a quand même une grosse partie d'administratif, de gestion de pipe et tout ça. Toutes ces choses-là, ça peut être quand même des choses qui peuvent être faites à la maison. Et du coup, on peut quand même adapter son modèle pour quand même proposer du travail sur des secteurs comme des métiers comme le commerce pour s'allouer à des tâches qui peuvent être faites de la maison. Après, il y a des aspects sectoriels. On peut être à l'ARH dans le commerce. Et il y a la différence entre le métier et le secteur. Peut-on avoir accès aux études afin d'avoir les données chiffrées et le profil des personnes interrogées? On va sortir une étude, on en parlera après, où on est allé beaucoup plus en profondeur sur ces aspects de performance par rapport au contenu des annonces. On ne dévoile pas les sources de personnes qu'on a interrogées, tout simplement parce qu'on n'interroge pas les candidats. Nous, on fait vraiment des analyses statistiques sur les annonces et les volumes de candidatures sur les annonces pour faire le lien. Mais on va y revenir d'ici 1 ou 2 minutes et il y a bien une méthodologie scientifique. Il y a un profil sur les personnes. Linda, pourra-t-on avoir des modèles d'annonces attractives? On y a un peu répondu, je suis désolé, je vais un peu vite. Clara te pose la question. Nous voyons 2 fois le secteur IT dans le commerce. Zut, dans un slide précédent, certainement. Nous corrigerons cela. Ah oui, je pense que c'est coquille. C'est peut-être. Alors, allez, hop. Secteur commerce, secteur IT. IT. Effectivement. Bien vu. On corrigera cela. Pardon, Saint-Thomas, il croit ce qu'il voit. Sylvie, les PME n'ont pas toujours de gros budget, on l'a parlé. Céline, bonjour, ma boîte pratique le recrutement sans CV. Comment trouver les bons profils? C'est un sujet assez particulier. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à explorer. Aujourd'hui, on ne traite pas du tout ça avec nos clients parce qu'ils n'appliquent pas ces méthodes de recrutement qui sont pour moi hyper innovantes. Donc là, je n'ai pas vraiment de réponse à vous apporter. Ce n'est pas mon cadre d'expertise et sur les sujets sur lesquels on travaille. En fait, l'annonce, elle peut très bien s'adresser à du sans CV. L'annonce, c'est un job à proposer. Donc, le sans CV est juste de partir du principe que ce qu'on recherche, c'est plutôt des compétences relationnelles, cognitives, des soft skills, versus les hard skills. Donc, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être mis en avant. Désolé, on n'a pas pu prendre exactement toutes les questions. Allez, dernière question. Nina te pose la question suivante. Après, je continue, j'ai encore des questions à ton attention. À votre avis, quels sont les job boards que je pourrais utiliser pour recruter des profils financiers? Alors, c'est très pratique.
En fait, il y a toujours un peu la dualité. Il y a les job boards classiques, les grands standards du marché où il y a beaucoup de trafic. Et après, bah, dans la finance, par exemple, il y a Doc Finance, eFinancial Career qui sont spécialisés. Mais pareil, pour vraiment prendre une décision, il faut voir ce qui marche pour vous et aussi qu'est-ce qui fonctionne sur le marché, chez la concurrence et où sont les tendances en termes de budget alloué. Donc, je ne peux pas répondre comme ça à la volée, mais ça serait la méthode. Il est 45. Moi, j'ai deux questions très rapides à te poser. Ton coup de, parce qu'on termine toujours les webinaires comme ça. D'abord, merci beaucoup pour cet échange. Je vois qu'il y a plein de questions et il faudrait refaire un webinaire sur cette thématique et poursuivre l'échange. Deux questions, ton coup de com', ton coup de cœur. Coup de com'. Donc, on sort une étude attractivité. Donc, on va vous mettre le lien dans le chat. Et donc, c'est une étude qui vraiment va beaucoup plus loin pour comprendre quels sont les facteurs qui permettent de performer sur une annonce. Donc, c'est très complet. Il y a des vrais détails sur les statistiques. Donc, je vous invite à vous plonger dedans et à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc, elle sera diffusée par Camille directement. Voilà, c'est fait. Mais voilà, et je vous invite évidemment à la télécharger quand elle sera disponible, parce que en fait, c'est ce qu'on a vu précédemment, mais de façon beaucoup plus détaillée et de façon plus complète. Et ton coup de cœur? Mon coup de cœur, j'ai un groupe d'amis qui ont repris un hameau dans l'Aveyron. Du coup, c'est un lieu qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est des choses qui traitent des sujets écologiques, artisanales, de tout ce qui est lié aussi à l'art. Et c'est un projet qui a vraiment du sens et qui permet d'avoir des alternatives, je pense, qui sont beaucoup plus humaines à ces sujets. Donc, je vous invite à aller consulter ce projet-là. Et c'est quoi? Il y a un site web? Oui, ça s'appelle Les gens qui s'aiment et s'aiment, c'est S-E-M-E-N-T. Quel beau titre. Voilà. Tu as parlé beaucoup de bon sens en fait durant ton propos et c'est bien de terminer aussi par ce coup de cœur. On y tient beaucoup chez Parlons RH parce qu'on retrouve aussi un petit peu de bon sens et voilà, il n'y a pas que le marketing de l'annonce en fait, même si c'est évidemment très important dans le contexte de guerre des talents dans lequel on est. Merci infiniment Olivier de ta présence et de ces échanges. On est toujours un peu pris par le temps, mais on va dire que c'est plutôt bon signe. Il y a beaucoup de questions, on essaiera d'y répondre, on verra comment revenir vers vous sur le sujet. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 10 novembre à 11h, jeudi 10 novembre à 11h, pour traiter d'un sujet assez connexe en fait, les bons indicateurs RH à suivre, pourquoi et comment. Voilà, quels sont les bons indicateurs RH à suivre, pourquoi et comment. J'aurai le plaisir de recevoir Estelle Taverna, qui est Product Manager Pay et RH de Talentia Software. Talentia. Voilà, les bons indicateurs RH à suivre, jeudi 10 novembre à 11h. Merci à toutes et tous. Merci encore une fois, Olivier, de ta présence. Merci tout le monde. Et je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien.